Chers téléspectateurs, bonsoir et bienvenue à votre émission Santé à la une émission de sensibilisation. Une fois n'est pas coutume, nous avons sur ce plateau une invitée d'honneur, la représentante de l'OMS, Organisation mondiale de la santé sur le plateau. Avec elle, nous allons faire le tour d'horizon de cette organisation sur le plan international et au niveau national. Et au nom des responsables de la RTN, nous lui adressons nos sincères remerciements car elle est tellement chargée, mais elle a accepté notre invitation pour répondre à nos questions. Et je serai avec Mariama Sabi pour ce débat. Docteur, bonne arrivée. Merci et merci de m'avoir invité. Bonjour, docteur. Bonjour. Merci de nous avoir honorés de votre présence sur ce plateau. Ainsi dit, dites-nous, docteur, en quelle date l'Organisation mondiale a vu le jour? Merci pour cette première question. L'Organisation mondiale de la santé est l'agence spécialisée des Nations unies pour la santé dans le monde. Elle a été fondée en 1945, juste après la Deuxième Guerre mondiale, et sa constitution a été mise en œuvre dès 1948. Donc, 3 ans après. Donc, c'est à cette date-là que nous célébrons chaque 7 avril la Journée mondiale de la santé, qui est la date de mise en œuvre de la Constitution de l'OMS. Et quels sont, entre autres, objectifs visés à travers la création de l'OMS? L'Organisation mondiale de la santé a pour mission, vision, un monde dans lequel tous les peuples atteignent le niveau de santé le plus élevé possible dans le monde. Sa mission est de préserver la sécurité mondiale, promouvoir la santé et surtout de servir les populations vulnérables. La représentation sur le plan international a débuté en 1948 et au niveau national, au Niger, les activités, quelle est la date où le premier bureau a vu le jour au Niger? L'OMS est présente au Niger depuis le 18 novembre 1960, date à laquelle l'accord de base avec le feu président Diori Amani a été signé entre le gouvernement du Niger et l'Organisation mondiale de la santé. Donc nous sommes présents ici au Niger depuis cette date-là, ça fait 63 ans. 63 ans. Cette année, ce 7 avril, donc dans 2 jours, nous allons célébrer les 75 ans de fondation de l'Organisation mondiale de la santé. Et donc ici au Niger, ça sera les 63 ans. L'OMS est représentée dans à peu près combien de pays? L'OMS est composée de 194 États membres dans le monde, et répartis dans ce que nous appelons les régions de l'OMS. Il y a 6 régions de l'OMS. Nous, au Niger, nous faisons partie de la région africaine de l'OMS qui comprend 47 pays. L'OMS se limite uniquement à la santé ou bien il y a d'autres domaines dans lesquels l'OMS intervient? Le mandat de l'Organisation mondiale de la santé, c'est la santé. Amener les peuples, tous les peuples au niveau de santé le plus élevé possible. Le plus élevé, docteur, on peut nous délimiter le niveau? C'est-à-dire que chaque population, chaque personne ait accès à des soins de santé de qualité, les soins dont elle a besoin, les soins de santé de qualité et les soins de santé qui ne lui coûtent pas cher de manière à ne pas engendrer des difficultés financières. C'est ce que nous appelons la couverture santé universelle. À tous les niveaux? À tous les niveaux. À tous les niveaux. À partir du niveau le plus opérationnel possible. Maintenant, la question que vous avez posée est importante parce que la santé n'est pas seulement l'affaire du ministère de la Santé, comme vous pouvez l'imaginer, parce qu'il y a beaucoup de facteurs qui entrent dans la santé. Si les gens n'ont pas d'eau, ils ne peuvent pas être en santé. Si les gens ne plantent pas les arbres, ils ne vont pas être en santé. C'est pour ça que vous avez vu que nous avons prévu une plantation d'arbres dans les activités du 75e anniversaire. Il y a ce qu'on appelle les déterminants, c'est-à-dire s'ils ne mangent pas bien, s'ils ne font pas du sport. Donc il y a beaucoup de déterminants de la santé. Donc la santé n'est pas seulement l'affaire du ministère de la Santé, mais nous travaillons avec les différents ministères pour pouvoir nous assurer que ces déterminants de la santé sont pris en compte parce que la santé est une affaire multisectorielle. Effectivement. Et depuis sa création, est-ce que vous pouvez nous faire une petite évaluation de ce que l'OMS a eu à faire pour le Niger? Il y a eu beaucoup de choses qui ont été menées au Niger. Peut-être je voudrais commencer par dire qu'au Niger, nous travaillons, même en dehors du Niger, l'Organisation mondiale de la santé en général élabore ce que nous appelons le programme général de travail. C'est un programme qui est élaboré tous les 4 à 5 ans
Et sur la base de ce programme général de travail, nous, au niveau des pays, nous élaborons ce que nous appelons la stratégie de coopération de l'OMS avec le Niger pour la santé. Et maintenant, nous travaillons avec le système des Nations Unies qui élabore le plan cadre de coopération. Et notre stratégie de coopération est issue donc de ce plan cadre de coopération des Nations Unies. Donc maintenant, quand on prend cette stratégie de coopération, c'est ce qui est planifié dans la stratégie de coopération que nous mettons en œuvre. Maintenant, quand on regarde cela, il y a eu beaucoup de réalisations. Évidemment, l'OMS ne travaille pas seul parce que vous ne pouvez pas, je l'ai dit, c'est multisectoriel. Vous ne pouvez pas vous dire que c'est l'OMS qui a fait ci, qui a fait ça. Nous sommes leaders dans certains domaines, mais il y a des domaines, même si nous sommes leaders, nous devons travailler en collaboration avec d'autres agences pour avoir le maximum d'impact, et d'autres ministères, d'autres partenaires, la société civile et même les ONG, pour pouvoir atteindre toutes les populations. Donc, en termes de réalisation, nous avons scindé le travail en 3 domaines. Nous avons ce que nous appelons atteindre toutes les populations et amener le bien-être des populations. Dans ce domaine-là, nous avons surtout ce qui est en termes de déterminants de la santé. Et là-bas, nous avons contribué à l'amélioration de la malnutrition, réduction du taux, même si les valeurs restent élevées, supérieures au nombre de l'OMS, mais on vient de loin, il faut quand même apprécier l'effort. Il y a eu beaucoup de travail en termes de tabagisme, parce que ça, c'est l'un des domaines où nous avons l'avantage comparatif. Et dans ce domaine-là également, il y a eu récemment la loi sur les droits d'assises du tabac qui a été augmentée. Il y a eu également d'autres réalisations en termes de... vaccinale. Ça, c'est dans le domaine des maladies transmissibles et non transmissibles. Donc, on va y aller comme vous êtes là. En termes des maladies transmissibles et non transmissibles, nous avons eu l'éradication et l'élimination de plusieurs maladies. Donc, je voudrais commencer par le tétanos néonatal, qui est l'une des maladies que le Niger a éliminée depuis 2016. Nous avons l'éradication du ver de Guinée depuis 2013. Nous avons l'éradication de la forme sauvage du poliovirus depuis 2016, ici au Niger. Et nous avons également l'augmentation du nombre de vaccins qui sont dans le programme de vaccination, tel que vous l'avez mentionné tout à l'heure. On a commencé quand le programme de vaccination se mettait en place dans les pays, dont le Niger. On avait commencé avec 7 antigènes, comme nous appelons ça vulgairement. Et maintenant, nous sommes à 15 antigènes ici au Niger, y compris le vaccin de la COVID. Et à partir de 2024, nous aurons le vaccin contre le paludisme qui sera également introduit ici au Niger, ce qui fera 16 antigènes. Donc, à passer de 7 à 16 antigènes, c'est beaucoup d'efforts qui ont été faits. On travaille également dans le domaine des urgences. Le Niger, c'est un des pays de multi-urgences, comme nous appelons dans notre jargon, d'urgences multiples, prolongées, et même de problèmes de sécurité également. Nous travaillons dans ce domaine-là, vous entendez parler des inondations, vous travaillez dans les conséquences sanitaires des inondations, les conséquences sanitaires du changement climatique, les multiples épidémies qui sont dans le pays. Il y a la COVID qui est toute récente. Nous avons des épidémies de méningite, de rougeole, de fièvre jaune, de polio dérivée parce que la forme sauvage a été éradiquée. Maintenant, il y a la forme qui a muté. C'est elle qui est là actuellement. Donc, il y a ce travail qui est fait. Et parmi les grandes réalisations, on doit citer vraiment l'élimination d'une forme de méningite. On a encore des cas de méningite, mais il y a une forme, celle qui est due au sérotype A, qui a été éliminée et qu'on ne trouve plus ici au Niger. Donc ça, c'est quelque chose. On a d'autres formes de méningite, mais celle-là n'existe plus. Donc on est en train de travailler pour pouvoir aller progressivement vers l'élimination de cette forme de méningite. Ceux qui ont des enfants, si vous regardez dans les années, les enfants mouraient énormément de rougeole. Il y a des cas de rougeole, mais la charge morbide, comme on dit dans notre jargon, a beaucoup diminué. Les cas continuent à être là, mais ce n'est plus autant qu'avant, à cause de la vaccination qui a eu lieu et de tous ces efforts qui ont été faits pour améliorer la santé des populations au Niger. De temps en temps, on voit aussi Madame la représentante à la télé qui remet des clés des produits pharmaceutiques au ministère de la Santé. Est-ce que vous avez une idée depuis votre arrivée de combien de matériel ont été offerts au ministère? Ça, c'est énorme. C'est dans le mandat de l'Organisation mondiale de la santé de pouvoir accompagner le pays en termes d'équipements, de matériel, parce que ce que nous donnons, ce n'est pas seulement les médicaments, c'est également des équipements. Et dans le cadre du renforcement de la couverture santé universelle, de l'amélioration des plateaux techniques dans les formations sanitaires, c'est dans ce cadre que nous donnons ces équipements. Donc vraiment, c'est notre mandat de pouvoir accompagner le pays pour renforcer le plateau technique en vue d'améliorer la santé des populations. Les clés de voiture que vous voyez, récemment, ce que nous avons fait, c'est dans le cadre de la gestion des urgences des épidémies. Nous avons mis en place une équipe d'élite multisectorielle
dans le cadre de ce que nous appelons une seule santé, qui regroupe plusieurs ministères, le ministère de la Santé, le ministère de l'Environnement, le ministère de l'Élevage, le ministère de l'Agriculture. Ce sont les 4 ministères qui sont impliqués dans la gestion des épidémies, dans ce que nous appelons une seule santé. Parce que quand il y a une épidémie, il y a plusieurs aspects qui doivent être pris en compte. Et c'est dans ce cadre que ces ministères travaillent ensemble. Et donc, nous venons de mettre en place ici au Niger une équipe d'élite de 50 experts qui sont prêts à être déployés à tout moment, avec la logistique qui va avec. C'est pour ça que vous m'avez vu remettre les clés des véhicules. Nous remettons aussi les clés des véhicules pour le soutien au district. Nous soutenons cela. Mais nous ne sommes pas le seul partenaire, parce que vous avez dû voir aussi que d'autres agences le font. Mais en termes de l'OMS et les autres partenaires travaillent en synergie pour qu'il n'y ait pas de doublon, mais pour pouvoir nous assurer que nous pouvons compléter sur le terrain. L'appui pour les districts, là, est-ce que c'est en cas de besoin, ils soumettent ou bien comment ça se fait? Il y a un plan. Il y a un plan. Le ministère élabore. Nous avons récemment le plan qui a été défendu, présenté à Paris récemment, le plan de développement économique et social. Nous sommes alignés au plan du pays. Nous ne pouvons pas venir avec nos plans. Nous sommes alignés sur le plan du pays. Donc là, le processus de développement du plan de développement économique et social est fini. Il a été, la table ronde de mobilisation des ressources a eu lieu à Paris. Sur cette base, chaque ministère élabore son plan. Le ministère de la Santé a élaboré son plan de développement socio-sanitaire. Et maintenant, nous, au niveau de l'OMS et les autres partenaires, si nous venons pour accompagner le gouvernement, nous nous alignons sur ce plan. Et c'est dans ce plan qu'il y a tous les besoins qui sont identifiés. Et quand on fait le plan, tous les partenaires sont là. Nous, l'OMS, on dit voici ce que nous allons soutenir. Chaque agence soutient en fonction de ses avantages comparatifs pour qu'il n'y ait pas de doublon, pour qu'on soit synergique et complémentaire pour avoir le maximum d'impact. Parce que si chacun commence à venir en désordre, il n'y aura pas d'impact. Donc vraiment, nous avons un bon pilote, le ministre de la Santé, qui vraiment fait très bien ce travail de nous mettre tous autour de la table pour que nous puissions dire qu'est-ce que chacun va faire. Et maintenant, eux, au niveau du ministère, ils compilent tout ça, ils coordonnent, ils s'assurent qu'il y a synergie, qu'il n'y a pas de doublon à gauche, à droite. Est-ce que vous avez des antennes à l'intérieur du pays? Oui. Ou bien c'est juste à Niamey? Oui. Le Niger est considéré chez nous au niveau de l'OMS comme l'un des pays d'urgence. Donc nous avons dans chaque région un sous-bureau, c'est comme ça que nous appelons ça, un sous-bureau avec des équipes qui font le relais du travail de l'OMS sur le terrain et avec qui nous sommes en connexion et que nous travaillons. Nous avons des réunions pour faire le point, des réunions de coordination régulières pour savoir un peu qu'est-ce qui se passe. Et vous verrez d'ailleurs, cette journée mondiale de la santé du 7 avril sera célébrée dans l'ensemble du pays. Chacune des régions est en train de préparer qu'est-ce qu'elle va faire pendant, et vous le suivrez ça dans la télévision nationale et puis les autres télés. Donc vous avez parlé d'une synergie dans le travail. Comment est-ce qu'on peut déterminer le rapport OMS-l'État du Niger? Les rapports sont très bons. Comme je vous ai dit, tout ça dépend de la personne que vous avez à la tête du pays et qui conduit le processus. Donc aujourd'hui, nous avons vraiment, le ministre qui est là nous facilite vraiment le travail. Et très, très proactif parce que chaque fois que vous avez... Il a mis en place un système où vraiment tout est très rapide, accès aux collaborateurs et ça nous facilite le travail. Je pense que ça dépend de la personne qui est là. Que vous avez en face. Que vous avez en face. Et donc, qui nous met tous ensemble et nous... évidemment, comme je vous ai dit, la boussole, c'est le plan du pays. Donc, on ne peut pas aller en dehors du plan du pays. Voilà. Que vous êtes satisfait de cette collaboration. Oui. En dehors des activités classiques, est-ce que vous intervenez pendant les pandémies, choléra, méningite? On a vu aussi la Covid qui est passée. Est-ce que vous intervenez à ces moments précis? C'est même la première raison pour laquelle l'Organisation mondiale de la santé a été créée, de vraiment soutenir les pays dans la gestion, dans la préparation d'abord, parce que nous ne sommes pas là en train d'attendre que les épidémies et les pandémies arrivent. Ce que nous faisons, c'est que nous commençons par la préparation. Donc nous faisons la préparation, la détection et la réponse aux situations d'urgence. Et pour cela, nous commençons par travailler avec la partie nationale et tous les acteurs dont je vous ai parlé tout à l'heure. Parce que dans le cadre de la gestion des pandémies, ce n'est pas que le ministère de la Santé. Je vous ai parlé des 4 autres ministères minimum qui travaillent dans ce que nous appelons approche une seule santé. Parce qu'il y a des épidémies qui sont d'origine animale. Donc si c'est d'origine animale, il faut absolument... Vous avez vu que la Covid est venue par un animal. Donc il faut qu'on travaille avec ces ministères-là pour être sûr que nous sommes en synergie. Et donc nous faisons donc ce qu'on appelle le plan de préparation et de réponse aux situations d'urgence. Et toutes ces situations d'urgence sont décrites dans ce plan.
Maintenant, on ne fait pas les plans pour les mettre dans les tiroirs. Quand on a fini de faire le plan, nous faisons ce qu'on appelle des exercices de simulation. C'est-à-dire que si jamais cette situation arrive, comment allons-nous réagir? Donc, nous faisons ces exercices de simulation régulièrement. Je vous ai dit que tout à l'heure, on vient de mettre en place une équipe de 50 experts multidisciplinaires de tous ces 4 ministères-là. Et chaque fois qu'il y a une urgence quelque part, là, on nous a parlé de la fièvre de vallée du Rift. Les équipes sont allées là-bas pour aller voir. Et justement, les véhicules qu'on avait donnés et puis les ressources financières pour le carburant et tout qu'on avait mis à disposition du ministère de la Santé, c'est pour qu'on ne perde pas beaucoup de temps à chercher véhicules, argent pour descendre. Il faut descendre dans les 24 à 48 heures, cerner la situation et prendre action. La promptitude et le traitement des dossiers. La promptitude, justement, c'est ça qui a été... Auparavant, on mettait près d'une semaine pour pouvoir déplacer une équipe. Depuis la mise en place de cette équipe-là, cette équipe Surge, c'est comme ça que nous appelons ça. Depuis la mise en place de cette équipe Surge, constituée de 50 experts de ces différents ministères-là, dans les 24 à 48 heures, on peut déplacer l'équipe. Parce que le ministère de la Santé a tout. Il a les véhicules qu'il faut. Il a les moyens financiers qu'il faut. Il y a même ce que nous avons mis en place, une salle multimédia qui assure la coordination de toutes ces épidémies à partir de Niamey, qui est relié avec les régions. Et ils peuvent interagir directement avec les régions à travers une structure que nous appelons le Centre des opérations d'urgence en abrégé COUSP, que nous avons également réhabilité en collaboration avec d'autres partenaires et qui sert vraiment de bras armés pour cette réponse-là. Donc vraiment aujourd'hui au Niger, quand il y a une urgence sanitaire, on ne peut plus dépasser 48 heures pour savoir qu'est-ce qu'il faut faire sans avoir cerné la situation et sans avoir réagi. Et en dehors de l'État nigérien, est-ce que vous travaillez en collaboration avec d'autres structures, notamment la société civile ou bien les ONG? Oui, nous travaillons d'abord au sein du système des Nations Unies. Je vous ai dit que l'OMS est l'agence spécialisée de la santé au sein du système des Nations Unies. Donc, au sein du système des Nations Unies, nous travaillons en synergie avec les autres agences qui travaillent également dans la santé. Vous avez pu voir, par exemple, dans le cadre de la gestion de la COVID, toutes les agences du système des Nations Unies ont été mobilisées. Chacune est venue avec son expertise. Maintenant, pour les autres pandémies, épidémies, autres situations sanitaires, si vous regardez la nutrition, vous allez voir qu'il y a d'autres agences qui sont dedans, l'UNICEF, le PAM, etc. Si vous regardez également la gestion des pandémies, vous verrez que les agences qui travaillent avec les ministères de l'Agriculture, la FAO, le PAM sont également dedans. Donc, toutes ces agences-là sont avec nous. Nous travaillons également avec la société civile, les ONG, les communautés, parce que vous ne pouvez pas aller mener des interventions si les communautés ne sont pas impliquées. Nous travaillons avec les communautés dans ce que nous appelons les relais communautaires. Et c'est eux qui sont vraiment au plus près des populations et qui servent à passer le message, à collecter les informations. Les ONG également, dans les zones d'insécurité, nous avons besoin que ces zones soient atteintes. Donc nous travaillons avec ce que nous appelons les partenaires de mise en œuvre. Donc il y a 2, 3, 4 ONG, plusieurs ONG avec lesquelles nous travaillons selon les régions pour pouvoir atteindre ces zones d'insécurité et s'assurer que ces personnes qui sont dans ces zones-là reçoivent les soins dont elles ont besoin. C'est des ONG nationales ou des ONG Il y a nationales et internationales. Donc ces ONG, nous faisons des partenariats avec eux et travaillons maintenant avec les structures locales. Parce qu'au niveau du ministère de la Santé et tous les autres ministères sont décentralisés. Nous avons des districts, nous avons des aires de santé. Donc ces structures avec lesquelles nous signons des partenariats rentrent en contact avec les districts, rentrent en contact avec les aires de santé et définissent ensemble, sur la base du plan du district, comment les actions vont se mener. Mais tout ce que nous faisons doit être basé sur le plan du district, le plan du pays, parce que nous ne pouvons pas aller commencer à intervenir à gauche, à droite, sinon ça va faire des ordres. Donc, au niveau du district, le médecin-chef du district coordonne ça. Au niveau de la région, le directeur régional coordonne ça. Et Madame la représentante, si vous avez un appel, quel sera cet appel? Et à l'endroit de qui? Mon premier appel va à l'endroit des populations. Je voudrais vraiment d'abord dire merci à ces populations-là parce que chaque fois que nous lançons ces appels, elles réagissent. Et les appeler à continuer à renforcer la fréquentation des formations sanitaires quand il y a un souci de santé. Parce que le ministère a mis en place les structures qu'il faut au niveau le plus décentralisé possible. C'est vrai que la couverture sanitaire est encore faible, donc les dispositions sont en train de se dire faibles, c'est-à-dire que c'est un peu plus de 50%. Donc il y a à peu près 40% de la population qui n'a pas accès direct
au niveau des formations sanitaires, c'est-à-dire qu'il faut parcourir 10 km pour avoir. Mais les stratégies sont mises en place pour que ces populations qui n'ont pas accès facile aux populations, que les services de santé se déplacent vers elles à travers des stratégies que nous appelons les stratégies mobiles, les stratégies avancées. Je ne vous coupe pas, Madame la représentante. Dans les normes de l'OMS, quelle est la distance qu'une personne doit parcourir pour atteindre une formation sanitaire, dans les normes? Normalement, le rayon, c'est moins de 5 km. Moins de 5 km. Voilà. Maintenant, les populations qui sont à plus de 5 km, comme je disais, nous avons des stratégies pour les atteindre. Il y a des stratégies que nous appelons avancées. Ça, c'est pour les populations qui sont entre 5 à 10 km. Et donc, elles font des sorties avancées pour aller offrir un paquet d'interventions à ces populations qui sont dans ces rayons-là. Maintenant, quand le rayon dépasse 10 km, c'est ce que nous appelons des stratégies mobiles. Et donc, l'équipe de la formation sanitaire sort avec un paquet d'interventions, la vaccination, la consultation prénatale, etc., les moustiquaires pour aller offrir ça à ces populations. Donc, c'est pour ça que j'appelle la population vraiment à être compliant et à respecter, à venir vraiment prendre ces services qui sont offerts. C'est beaucoup d'efforts que le gouvernement fait pour ça. Et ce que j'ai oublié de dire au niveau du Niger ici, et que nous saluons vraiment, c'est qu'au niveau du Niger, il y a la politique de la gratuité des soins pour les populations vulnérables, les femmes et les enfants. Et ça, c'est très important. Il n'y a pas beaucoup de pays qui le font. Donc, vraiment, il faut que la population profite de cette manne que le gouvernement offre à ces populations. C'est pour ça que j'appelle cette population à vraiment venir prendre ces services qui sont gratuits pour les femmes, les enfants. Je les appelle également les mamans, les papas à respecter les consultations prénatales. Il faut respecter ça parce que quand vous ne faites pas les consultations prénatales, vous avez des grands risques pour que vos enfants aient des problèmes à l'accouchement ou avant. Et également à suivre les conseils des agents de santé. Parce que ces conseils-là aident pour sauver la vie. Respectez le calendrier vaccinal. Respectez, parce que quand vous allez faire vacciner votre enfant, on vous dit à quel âge vous devez donner quel vaccin. Donc vraiment, ça c'est un appel que je lance aux populations pour que les populations vraiment fassent tout pour bénéficier des services offerts gratuitement par le gouvernement du Niger. Ça fait déjà quelques années que Madame la représentante Ania Blanche séjourne au Niger. Qu'est-ce qui vous marque le plus à notre population? Je suis marquée par la sincérité de la population qui est accueillante. Accueillante quand nous allons sur le terrain, dans des visites de terrain avec le ministre, avec d'autres acteurs, je vous assure, ces populations sont tellement accueillantes, chaleureux. Voilà le terme que je cherchais, vraiment chaleureux. Et j'apprécie beaucoup ça. Et ils sont demandeurs de services. Je me souviens à une des visites que nous avons faites avec le ministre sur le terrain, on nous disait que les gens ne voulaient pas se faire vacciner contre la COVID. Mais quand nous sommes allés sur le terrain, nous avons vu les chefs traditionnels là-bas qui nous demandaient « Mais où est le vaccin de la COVID dont vous parlez là ?» On a dit « Mais comment on nous dit que les populations ne veulent pas se faire vacciner ?» Et quand nous arrivons ici, les gens nous demandent le vaccin. Tout de suite, le ministre a appelé son médecin pour dire « Mais vous me dites que les gens ne veulent pas se faire vacciner. » Voilà des gens qui demandent la vaccination contre la COVID. Et j'étais là, j'étais étonnée. Mais on nous dit à Niamey, les gens ne veulent pas se faire vacciner. Donc peut-être c'est une affaire de Niamey, mais en tout cas sur le terrain, les gens cherchent ce vaccin, pas seulement celui-là et même d'autres vaccins. C'est pour ça qu'il faut être en contact avec la population. Exactement. Il faut être en contact permanemment avec la population. En tout cas, nous l'avons vécu. Nous l'avons vécu. Et je suis venue dire à mes collaborateurs, mais comment vous me dites que les gens ne veulent pas la vacciner? Moi, je sors du terrain, j'ai vu des gens qui réclamaient pour le vaccin pour leur population. Donc, je pense que tout, c'est un problème d'information, de sensibilisation. Et quand les gens sont informés, quand les gens savent que ça, là, c'est bien bénéfique pour la santé, ils sont disponibles pour cela. Une raison pour que l'OMS mette les moyens pour la communication. Effectivement. Je suis d'accord avec vous. Je suis d'accord avec vous. Nous n'hésiterons pas, mais je dois vous rappeler que nous avons formé 2 ou 3 journalistes ici et nous allons continuer. Ce n'est pas suffisant. Ça, c'est dans les derniers jours. Je ne connais pas le bilan passé, mais nous allons continuer à mettre ces moyens dans la communication pour nous assurer que le message arrive là où ça doit arriver. Parce que la communication n'est pas seulement au niveau des médias, mais nous devons nous assurer que la communication arrive au niveau le plus opérationnel possible dans les familles. Parce que pour nous, au niveau de l'OMS,
le premier recours quand un enfant est malade, c'est les parents. Et ces parents doivent savoir quels sont les premiers gestes que je dois faire quand mon enfant a la fièvre. Et c'est là où nous devons vraiment mettre le paquet pour que les familles soient informées sur quels sont ces gestes-là. Et maintenant, quels sont les signes de danger? À quel moment je dois amener mon enfant à l'hôpital? À quel moment moi-même je dois me rendre à l'hôpital? De manière à ce que je n'arrive pas trop tard. Donc ça, c'est le travail que nous continuons à faire et qui est très important. À travers la sensibilisation. Exactement. Nous sommes presque à la fin de notre émission. Votre dernier mot? Mon dernier mot, c'est vraiment des remerciements. Merci de nous avoir donné l'opportunité de dire ce que l'organisation fait. Merci au gouvernement ici de nous donner toutes les facilités possibles pour que nous puissions travailler en parfaite harmonie et synergie avec tous les acteurs dans le pays. Vraiment, c'est pas partout comme ça. Et je dois le reconnaître qu'ici au Niger, c'est spécial. Et merci pour cela. Chers téléspectateurs, vous venez là de suivre un entretien que nous a accordé la représentante de l'OMS au Niger, Dr Ania Blanche. Comme je l'ai dit au début de cette émission, au nom des responsables de la RTN, nous vous renouvelons nos remerciements. Parce que vous avez un calendrier très chargé, mais vous avez accepté d'être sur ce plateau. Merci et au revoir. Merci beaucoup. Merci.